Bienvenue dans ce cours en ligne qui décrit les syndromes simples d'intestin grêle et de gros intestin. Les modèles de dysharmonie intestin grêle-gros intestin ne sont habituellement pas liés à leur organine correspondant, c'est-à-dire le cœur et le poumon, comme c'est le cas lorsque l'on parle des syndromes simples de vésicule biliaire et d'estomac, respectivement liés au foie ou à la rate pancréas. Cependant, en acupuncture, on est amené à soigner certains syndromes du tsang, de l'organe yin, par le méridien du fu, donc du viscère yang correspondant. C'est ainsi qu'on est amené à utiliser le méridien du gros intestin pour soigner des pathologies ayant de la sphère du poumon, comme par exemple GI4, qui est un des points les plus fréquemment utilisés au niveau du membre supérieur, pour notamment soigner toute pathologie ORL ou bronchique. A l'inverse, certaines pathologies du tsang, de l'organine, comme le cœur, peuvent rejaillir sur le trajet du méridien yang correspondant, ici intestin grêle, comme lors de la description du syndrome de feu du cœur qui rejaillit sur intestin grêle, que nous verrons dans quelques minutes. Le plus souvent, les dysharmonies intestin grêle et gros intestin sont englobées dans les dysharmonies de rate pancréas et sont essentiellement des symptômes et des signes des plaintes digestives, tendance à l'excès, le plus fréquemment à la stase, à la chaleur, ce qui permet de les distinguer et de pointer du doigt un syndrome plus spécifique au niveau gros intestin et intestin grêle, c'est la présence de borborygmes, ces gargouillements au niveau du tube digestif qui vont et qui viennent, et qui distinguent vraiment ces dysharmonies de celles de rate et de estomac. Lors du 4e week-end du cours en première année, lorsque nous avons abordé les fonctions des tsang et des fu, nous avons vu le métabolisme de la voie des os. Pour rappel, lorsque les aliments sont ingérés au niveau de l'organisme, le premier fu qui les reçoit, c'est l'estomac, dont la fonction est de réceptionner et de décomposer une première fois ces aliments. L'estomac envoie les essences subtiles vers la rate, qui à son tour les fait monter vers le poumon. Ce qui n'est pas jugé subtil par l'estomac continue son chemin vers l'intestin grêle et le gros intestin. La fonction de l'intestin grêle est essentielle puisque sa fonction est non seulement de réceptionner ce qui vient de l'estomac, mais aussi de séparer le pur et le trouble. Au niveau des aliments et au niveau des liquides, l'intestin grêle envoie ce qui est pur vers la rate dans un mouvement ascendant pour que celle-ci joigne ce pur à ce qui est en provenance de l'estomac. Pour ce qui concerne les aliments, ce qui n'est pas considéré comme pur, ce qui est trouble, continue son chemin vers le gros intestin. Et pour ce qui concerne les liquides, ce qui n'est pas jugé pur, le trouble, est envoyé vers la vessie pour être évacué dans les urines. En cas de dysfonctionnement de l'intestin grêle, on a donc des soucis au niveau de l'alimentation en substance pure, mais on a surtout des soucis au niveau d'une accumulation anormale de ce pur mal séparé et de ce trouble au niveau intestin grêle et gros intestin qui présenteront donc des symptômes de dissension, de douleur et puis qui retentiront sur l'aval par une perturbation dans les caractéristiques des selles avec le plus souvent de la diarrhée d'aliments partiellement ou non digérés. En ce qui concerne la relation avec la vessie, un dysfonctionnement d'intestin grêle va donc entraîner des troubles des urines, le plus fréquemment une oligurie. C'est exactement ce que l'on avait déjà abordé en première année, où, pour rappel, un trouble de la réception et de la transformation des matières entraînera donc des troubles du transit, de la dissension, des douleurs abdominales et des selles qui deviennent le plus souvent pâteuses, voire diarrhéiques, et des troubles dans la séparation du pur et du trouble entraîneront des mélanges de déchets solides et liquides
qui vont se retrouver dans les selles diarrhéiques et ainsi un retentissement sur les urines avec le plus fréquemment de l'oligurie. Les dysharmonies d'intestin grêle sont essentiellement de type chaleur ou de type froid. Au sein de chaque type chaleur ou froid, on retrouve deux dysharmonies, l'une ayant trait au fou, donc à l'entraille intestin grêle, et l'autre ayant trait à un méridien. Ainsi, on retrouvera un syndrome de feu du cœur qui retentit sur le méridien de l'intestin grêle. Mais au niveau plus particulièrement de l'intestin grêle, un syndrome chaleur, c'est l'obstruction du qi de l'intestin grêle. Au niveau froid, on peut retrouver un syndrome sur un méridien, ici le méridien du froid, lorsque le froid provoque une stase de qi le long de ce méridien du foie. Et alors, plus particulièrement au niveau du phu intestin grêle, le syndrome de vide-froid de l'intestin grêle, qui est un syndrome de vide de qi de rate. À l'anamnèse, dans tous les cas, on trouvera donc des problèmes digestifs, essentiellement des borborygmes qu'on a vu être pathognomoniques. Des problèmes le plus fréquemment de chaleur qui peuvent s'auto-entretenir puisque les troubles de l'intestin grêle entraînent des troubles dans le métabolisme de la voie des os. Et ainsi des problèmes d'excès et de stase. La langue sera, selon qu'on ait des syndromes chaleur ou des syndromes froid, soit avec un corps rouge et un enduit plus ou moins épais et jaune, ou un corps pâle avec un enduit blanc plus ou moins marqué si on a des syndromes froids. Le pouls, de la même manière, présentera soit des symptômes, des signes de chaleur, il sera rapide en corps des pleins quand il y a de la chaleur, ou bien il sera lent, profond lorsqu'il y a du froid. Premier syndrome de chaleur, c'est lorsque le feu du cœur, par l'intermédiaire de la contamination du méridien de l'intestin grêle, va venir secondairement perturber les fonctions de l'intestin grêle. On retrouvera donc à l'anamnèse des signes de chaleur du cœur, une irritabilité liée à l'agitation du chêne, des aftes dans la bouche et sur la langue, une gorge douloureuse, et puis des signes d'atteinte secondaire de l'intestin grêle, essentiellement des signes abdominaux, des douleurs et un retentissement par la perturbation des fonctions de l'intestin grêle et de l'altération de la voie des os sur les urines, puisque le patient présentera des signes de chaleur au niveau de sa vessie et des urines, des mictions beaucoup plus fréquentes, de faibles quantités, douloureuses, sombres et une plénitude du bas abdomen. Sans surprise, on retrouvera donc des signes de chaleur liés essentiellement au feu du cœur. La langue sera rouge, avec un enduit jaune le plus souvent épais, et le pouls de la même manière sera rapide et glissant. Deuxième syndrome de chaleur, c'est celui où le qi obstrue l'intestin grêle. Dans ce cas-ci, la chaleur et la stase violente au niveau de l'intestin grêle entraîne au niveau digestif, au niveau de l'intestin grêle, des douleurs violentes, en amont des vomissements fécaloïdes et en aval un arrêt des matières et des gaz. Et puis, comme c'est de la chaleur qui est à l'origine de cette stase aiguë brutale, on aura des signes généraux de chaleur, de la fièvre, de la soif, de la bouche sèche. La langue et le pouls, sans surprise, présentent les mêmes caractéristiques de chaleur pleine. Troisième syndrome d'intestin grêle et premier syndrome de froid, c'est lorsque l'on a un froid plénitude qui de manière aiguë va bloquer le qi au niveau de l'intestin grêle et qu'il y a un retentissement sur le méridien du foie dans sa localisation au niveau du creux inguinal. C'est ce qui correspond en médecine occidentale au signe d'une hernie inguinale étranglée. Les Chinois avaient remarqué que l'intestin grêle s'étranglait dans les orifices herniaires. On a donc ici des douleurs aiguës de l'aine qui irradient le long du trajet du foie, c'est-à-dire vers le testicule ou vers les grandes lèvres.
On a des caractéristiques au niveau de la langue et du pouls qui évoquent le froid. Un corps normal, un enduit blanc plus ou moins marqué, puisqu'on a un phénomène aigu, la langue n'a pas encore eu le temps de beaucoup changer, mais par contre le pouls présente des caractéristiques marquées de froid, il est profond, en corde et ou serré, et il est lent. Le dernier syndrome de froid est le froid cette fois-ci vide et non plus plénitude de l'intestin grêle, qui on l'a vu correspond au vide de chi de rate. À l'anamnèse, on trouvera donc des signes de vide de chi du rate qui ont été décrits dans le cours consacré à la rate, et on l'a dit en introduction, au niveau digestif, on aura une spécificité, c'est l'apparition de borborigmes, avec retentissement sur les selles qui sont plus souvent molles, aqueuses et un inconfort du bas abdomen. On a au niveau de la langue et du pouls des signes de froid vide, un corps normal, un enduit mince et blanc, et un pouls qui le plus souvent étant vide. Donc, pour résumer, les syndromes d'intestin grêle, il y en a essentiellement 4, 2 de type chaleur. Le premier, c'est de la chaleur plénitude qui a une atteinte générale au niveau de la sphère du cœur et qui retentit par l'intermédiaire du méridien d'intestin grêle à la fois sur l'abdomen et sur les urines, la vessie. Autre signe de chaleur, pleine mais aiguë, c'est celui de l'obstruction aiguë de l'intestin grêle, qui correspond à un tableau d'occlusion et qui présente des caractéristiques générales de chaleur. Le froid vide de l'intestin grêle, qui est le syndrome de loin le plus fréquemment rencontré en clinique, est un vide de chi de rate qui a un retentissement sur l'intestin grêle et ça se caractérise par des borborigmes. Et enfin, un froid plénitude aiguë de l'intestin grêle qui retentit sur le méridien du foie qui correspond au signe d'une hernie inguinale étranglée. Passons maintenant au syndrome de gros intestin. Les dysharmonies de gros intestin sont la suite logique des dysharmonies d'intestin grêle. Comme vu en première année, dans le cadre du métabolisme de l'absorption des aliments et de la voie des os, le gros intestin reçoit le trouble en provenance de l'intestin grêle et sa fonction unique est d'essayer de réabsorber l'ultime partie pure des liquides qui sont contenus dans ce trouble pour le renvoyer dans un mouvement ascendant vers la rate qui le joindra aux essences subtiles en provenance de l'estomac et d'intestin grêle et le fera monter aux poumons. Les troubles de cette fonction de gros intestin vont entraîner des problèmes au niveau local, au niveau du cadre colique, de type douleur, plus ou moins erratique, des troubles dans les liquides qui peuvent s'accumuler au niveau de l'intestin, entraînant des borborigmes, des sensations de clapotis, parfois chez certains patients, et évidemment des troubles au niveau des selles de type constipation ou de type diarrhée. C'est ce que nous avons vu en fin de première année lorsque nous avons abordé la fonction des fous. Les syndromes de type gros intestin sont aussi distingués entre syndrome de chaleur et syndrome de froid. On trouve ainsi de la chaleur et de l'humidité au niveau du gros intestin, puisque sa fonction principale est de réabsorber des liquides. On n'est pas étonné que quand il y a de la chaleur, il y aura aussi associé de l'humidité. Un cas particulier, c'est une chaleur-humidité qui se focalise au niveau de l'appendice et qui crée un abcès intestinal. On n'en parle bien entendu pas ici dans le cadre de l'acupuncture. Et puis, de loin, le syndrome le plus fréquent, c'est lorsqu'on a un syndrome froid de type vide qui est associé à un vide de chi de la rate, mais on retrouve quand même aussi un syndrome de froid, de nouveau lié à l'humidité au niveau du gros intestin.
Un cas beaucoup moins fréquent, c'est celui de la constipation du postpartum que les Chinois traduisent comme étant un épuisement des fluides au niveau du gros intestin, qui se traduit essentiellement par de la constipation. De manière générale, à l'anamnèse, on va donc retrouver des problèmes de selle, de type constipation ou diarrhée, des problèmes abdominaux, de type borborygme plus ou moins clapotis et douleur, et puis des problèmes de type chaleur ou froid liés à l'humidité. La langue montrera donc à nouveau soit des signes de chaleur en ayant un corps rouge et un enduit épais et jaune, puisqu'ici on va parler de chaleur-humidité, ou si on a du froid, un enduit blanc plus ou moins marqué selon que le froid soit plénitude, humidité, ou que ce soit lié à un vide de rate. Le pouls, là encore, rapide et glissant quand on a de la chaleur et de l'humidité, ou profond et glissant lorsque l'on a du froid et humidité. Premier syndrome, c'est celui de chaleur-humidité de gros intestin. Ici, on a des signes de chaleur et des signes d'humidité. Au niveau du gros intestin, ça va se traduire par du sang dans les selles, des brûlures à l'anus, de la fièvre, des syndromes de chaleur généraux, et puis au niveau humidité, par des selles qui seront purulentes et un bas abdomen qui va devenir sensible, douloureux, et ce que le patient décrit comme du ténesme, donc cette envie d'aller à selle qui est liée simplement à un gonflement, une inflammation de la muqueuse du rectum. La langue présente des signes de chaleur et d'humidité, son corps est rouge, son enduit est jaune et gras. Le pouls est rapide et glissant. Le cas particulier d'un syndrome de chaleur vide, c'est celui du postpartum. Dans ce cas-ci, on a des signes digestifs, de constipation essentiellement, ou de selles sèches. La langue présente un corps rougeâtre, mais un enduit sec, voire inexistant, et le pouls est fin et parfois rapide, démontrant ainsi des signes plus ou moins marqués de chaleur vide. Syndrome de froid, humidité du gros intestin. Ici, on a vraiment une humidité interne ou externe qui va agresser la rate et retentir sur la sphère du gros intestin. La langue présentera donc des caractéristiques d'un corps normal mais avec un enduit gras et blanc, humidité, froid. Le pouls est profond et glissant et alors surtout on a des signes de froid au niveau de l'abdomen. Le froid fige, on aura donc des douleurs au niveau de l'abdomen, mais par contre on aura des diarrhées, métabolisme des liquides altéré, des diarrhées aqueuses. Des signes d'humidité, toujours des selles glaireuses, une plénitude que l'on retrouve comme dans le cas de chaleur-humidité au niveau du bas abdomen et des borborygmes. Le dernier syndrome, c'est celui du froid vide de gros intestin. Ici, on l'a vu, c'est le vide de chi de la rate qui retentit sur le gros intestin. Donc on trouvera le signe pathognomonique, les borborygmes, associés au signe de vide de chi de la rate, les selles molles, aqueuses, l'inconfort du bas abdomen. La langue présentera des signes de froid vide, un corps normal, un enduit plus ou moins blanc, mince, et un pouls essentiellement de type vide. En synthèse, en résumé, on a donc essentiellement 4 syndromes que l'on distingue, puisqu'on a mis de côté celui de l'appendicite, 2 syndromes de type chaleur, 2 syndromes de type froid. Chaleur et froid sont souvent liés à l'humidité, donc on trouvera des signes de chaleur et d'humidité au niveau du tube digestif. La chaleur, ce sont des diarrhées sanglantes, purulentes, une sensation de ténesme, avec de la fièvre de manière générale et surtout une brûlure à l'anus. Le froid humidité associe de l'humidité, les diarrhées aqueuses, avec cette pesanteur gastrique. Donc les signes de froid, c'est cette diarrhée aqueuse fréquente. Les 2 derniers syndromes, l'épuisement des liquides du gros intestin lié au postpartum, c'est de la constipation. Et le froid vide de gros intestin par vide de rate, c'est essentiellement des borborygmes, des focalisations du gros intestin noyées dans un ensemble de signes évoquant le vide de rate.